bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre ponctualité. On va même pas trop démarrer en retard. Merci à vous toutes et tous d'avoir pris avec nous le risque de la poésie, malgré une soirée au cinéma. Encore une fois, une programmation passionnante ce soir encore, mais vous êtes là et merci beaucoup. Merci à Dorothée d'être avec nous. Non, c'est à toi que je m'adresse. Nous sommes très heureux d'accueillir donc Dorothée et Éric Pesty, éditeur, que nous recevons, Éric, pour la deuxième fois à la librairie. Tu étais venu il y a 2 ans pour un échange et une soirée de lecture autour du catalogue de la maison. Dorothée, c'est la première fois que nous allons t'entendre et échanger avec toi autour de ce texte, de cet ensemble de textes qui, sur la couverture, ne porte pas de titre et qui s'appelle « Contour des lacunes ». C'est le 4e ouvrage que Dorothée, poète, donc, publie chez Éric Pesty. Le premier, donc la maison Éric Pesty, pardon, existe depuis 2005. Le premier texte de Dorothée est sorti en 2008. Il s'agissait d'Alphabet. Dans cette collection-là, Les Agrafés, ici dans la 2e série de cette collection, Les Agrafés. Le 2e texte de Dorothée publié chez Éric Pesty, c'était À la surface, celui-ci, en 2013. Un 3e ouvrage publié à nouveau dans la 2e série de cette collection, Les Agrafés, qui s'appelle Poème premier. Et celui qui va donc nous occuper ce soir, Contour des lacunes, publié l'année dernière en 2024. Cette soirée va s'articuler autour d'une lecture de passage de cet ouvrage par Dorothée, suivi d'un échange. J'aimerais peut-être commencer, avant cette lecture, si vous voulez bien tous les deux, que vous nous parliez de comment s'est faite la rencontre entre vous. Voilà, peut-être pour nous donner le contexte d'une rencontre entre l'approche d'un éditeur et d'une poète, d'une sensibilité autour d'une manière d'éditer et d'une manière d'écrire. Eh bien, moi je peux répondre. Il me semble que la revue Le Cartanier n'était pas pour rien dans la rencontre. Parce qu'à cette époque, donc on parle des années 2005, Guillaume Fayard était un peu le représentant français de la revue Le Cartanier, qui n'était pas encore une maison d'édition, qui sont au Québec. Et il avait un œil assez fin sur ce qui se passait, notamment à Marseille. Et donc on pouvait lire des textes de Guillaume, de Samuel Rochery, de Dorothée, d'autres auteurs dans la revue Le Cartanier. Bizarrement, on faisait un détour par le Québec. Il y avait par ailleurs le CIPM, où moi je travaillais, où Dorothée venait, soit pour lire, soit pour... avec, oui, et puis avec aussi les 500 édites, vous aviez monté une espèce de groupe un peu informel, mais de femmes actif. Poètes. Oui. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais moi, je vois tout de suite Le Cartanier. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les textes, le contact avec les textes écrits, pour moi, il passe par là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. Enfin, tout de suite, peut-être que ce serait plus fin. Parce qu'il y a Monsieur Thérèse aussi, la revue de Marie-Céline Siffer. Bah, en tout cas, il y a la plateforme Marseille. Oui. Et dans la plateforme Marseille, il y a le centre de poésie qui se trouve à Marseille, à la Vieille Charité. Et moi, je travaillais. Voilà, où tu travaillais. Et puis où il y avait des lectures toutes les semaines, des expositions. Voilà. Et donc on était tout un petit groupe de jeunes poètes où on se retrouvait le vendredi soir, voilà, avec des lectures, des apéros qui duraient après. Enfin, c'était des lieux de rencontre aussi, et c'est comme ça que les revues se faisaient, que les lectures s'organisaient dans les librairies, dans d'autres lieux. C'était quand même Enfin, moi je vis plus à Marseille maintenant, mais c'était très vivant, quoi.
ce texte-là pour en dire un mot avant d'entendre la lecture. Peut-être qu'il faut un peu je sais pas, brièvement le situer. Oui. Ou peut-être que ça fait partie de l'introduction que tu voulais faire à la lecture. Bon, à vrai dire, on a fait une présentation à l'Hydre aux Mille Têtes, c'était en octobre dernier, je crois, où il y avait plusieurs auteurs autour de la maison d'édition. Il y avait donc Dorothée, il y avait Kyle Veza, il y avait Luc Benazet qui coordonne la revue Nikikos, il y avait les imprimeuses de la revue Nikikos, et on faisait une table comme ça, et moi j'essayais d'animer cette table en circulant entre les œuvres de chacun dans leur spécificité, pour pas quand même tout aplanir. Et donc j'avais fait une petite présentation pour Dorothée, que je garde sous le coude et que je pourrais vous lire à n'importe quel moment. Donc on peut répondre d'abord à... Oui, mais ce livre-là, c'est un livre qui a pris son temps. C'est un livre qui a pris son temps parce qu'à l'intérieur, on peut y trouver des textes qui datent de 2008, par exemple. Et c'est le texte de 2008 qui se trouve à la fin. Donc 2008, ça fait combien d'années, ça? 15 ans. Ouais, ça fait presque plus de 15 ans, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a des photos également. Donc, c'est un livre qui est très lié à mon départ de Marseille pour m'installer dans le Verdon, où je vis donc depuis ce 2008. Voilà. Donc, c'est un livre qui prend son temps. Et qui est très ancré sur un territoire. Ouais, voilà, donc qui est très, oui, qui est très lié au territoire où je vis, donc le Haut-Var, Artignosque-sur-Verdon, donc sur le Verdon, et qui est très lié aux retenues et aux lacs qui ponctuent ce Verdon. Voilà. On ira un peu plus loin dans l'échange après ta lecture. Okay. Est-ce que je lis? Oui. Allez. Donc c'était préparé pour être lu, donc je vous le lis, tel que je l'ai lu à l'Hydre. Nous sommes réunis ce soir autour de Dorothée pour fêter la parution de Contours des lacunes, qui a paru en librairie en juin dernier, donc c'est juin 2025. Dorothée est l'autrice principalement de 4 livres parus dans la maison d'édition, Alphabet, À la surface, Poème premier et Contours des lacunes. Ces 4 livres forment un ensemble très organique. C'est une œuvre, au sens fort, qui est en train de se construire sous nos yeux. Je dis organique pour signaler que la chronologie des publications n'est pas forcément essentielle ni fondamentale. Est-ce que ma main précède mon pied ou succède à ma tête? Le dernier texte de Contours des lacunes, donc le livre le plus récent, est ancien. Il date de 2009. Le 3e livre s'intitule Poème premier, comme si Dorothée n'avait pas publié de poème avant, ou comme si Poème premier avait une teneur préhistorique, comme on parle des arts premiers. Son premier livre s'intitule Alphabet, comme s'il fallait commencer par épeler, comme le font les enfants, chaque lettre avant de commencer à écrire. Et si on lit le livre, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a 22 textes et non 26 comme les lettres de notre alphabet latin. À moins qu'il ne soit question qu'il ne s'agisse d'un autre alphabet, d'une autre langue et d'une autre écriture. Voilà. On va maintenant entendre. Oui, voilà, du coup, je vais vous proposer une traversée du livre, voilà, qui va peut-être durer 20 minutes, quelque chose comme ça. Et juste vous dire avant que ce livre est fait de 8 parties. Un prologue, des poèmes, en vers, je précise. Une 3e partie qui s'appelle Persistance, qui sont des proses, des poèmes en prose. Une 4e partie qui s'appelle L'heure quotidienne, qui sont plus des fragments qui pourraient s'apparenter à un journal.
une 5e partie qui est faite de photos, une 6e partie qui s'intitule Lundi 15 juin 2015, une 7e partie qui s'appelle Provençal et qui est un cahier que j'avais trouvé dans la rue à Marseille, une retranscription de ce qui y était écrit sur les premières pages, le reste du cahier étant vierge. Et la dernière partie s'intitule Lutte, lire. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était prévu. C'était prévu. Ah ouais. Ça te convient? Est-ce que Mais tu y c'est- vois? Oui, oui, j'y vois, ça ouais. va. C'est bien. Excusez-moi. Donc, prologue. Je traverse très lentement en voiture le plateau de Valençol. C'est une nuit de pleine lune. Parfois, j'éteins les phares pour entendre la voix de la conteuse dérouler dans la pénombre l'histoire d'un enfant qui se transforme en loup par le seul fait de s'être lové dans les plis d'un manteau abandonné un soir de Noël dans une cour de ferme. La voix de la conteuse est basse et magnétique. Les mots sortent littéralement de la nuit. Le plateau l'hiver est désert. Plus mon oreille se tend, plus les muscles de mes jambes se détendent. Parfois même, la voiture s'arrête. Raconter. Recoudre les pièces d'un manteau éparpillé aux 4 vents du temps et de l'espace. En 2011, dans un grand cahier que j'avais intitulé « Le Grand Cahier », je me demandais quelle légitimité j'aurais un jour à faire cela, raconter. Muni d'un crayon de bois sur la longueur duquel j'avais calibré le format de l'histoire, je taillais le crayon au fil des jours. Quand il aurait disparu, le livre serait fini. Je me demandais si le fait de devenir mère m'autoriserait un jour à raconter. C'était l'automne. J'étais partie du côté de la Franche-Comté sur les traces de ma grand-mère maternelle. Là-bas, au milieu des rails du chemin de fer entre Marseille et Besançon, j'avais vu tomber dans les toilettes le stylo Waterman qu'elle m'avait offert lorsque j'étais jeune fille. Instant comique où tout retrouve si simplement sa place. C'était l'époque où j'apprenais le violon et rêvais de faire un grand feu avec tous mes cahiers, comme font les tziganes avec la roulotte de celui qui vient de mourir. Au retour d'une marche sur les rives du Doubs, qui m'avait mené des crêtes jusqu'au fond de la vallée, un petit garçon avait accouru à ma rencontre pour me demander « Bonjour, madame, où sont les échelles de la mort ?» Poème. Tu veux comprendre les fantômes? Moi pas. Le vent de la mer approche, vient lécher mon visage. Mon dos sur la pierre fraîche inclinée se concentre. La rivière, à force d'être vert de gris, mauve, anthracite respire. Ma peau s'abaisse. Un oiseau siffle sur ma solitude calcaire. Il n'y aura pas de post-scriptum ni de post-mortem. Je veux que tout soit écrit de mon vivant et que tout ce qui doit être brûlé le soit, car nous vivons dans l'immensité de la chanson du corps. Sans casser, la laine s'étire entre mes doigts. J'observe la matière dehors pour qu'elle m'apprenne ce que je vis dedans.
quelques millimètres dans le chaos des fibres où posait ma présence, comme quand nous avions tenu ces cadres de miel un soir dans la pénombre de nos mains. Je cueille des grappes de raisins clairs et charnus, elles ont l'opacité du ciel. Une membrane élastique protège la chair et ses pépins. Moi, rien ne me protège. Nature dit chaos, chaleur, rafale, intensité à coups. Je m'aligne à l'ordre des caresses. Au-delà du portail, la rue est courbe, le village est rond. Pourquoi ai-je encore tant besoin de ces pierres, assemblées il y a si longtemps par d'autres que moi? Je guette un puits relié à la prochaine phrase. Au bout de la phrase, il y a un seau qui parle. « Bois cette eau », me dit-il. Là où un liquide sort et s'écoule est ta lumière, dit la phrase. Je m'exécute, je bois. Le soir, je vais dans les prés, les mains chargées de branches d'anis et de mûres noires. Des sauterelles nocturnes cognent contre mon panier. La terre est miraculeuse. Attardé en dehors des compréhensions, au placard vert du vallon, accroupi dans les herbes, épaissi. Les fleurs sont comme les mots d'un alphabet perdu. Parmi elles, je cherche ma langue. Est-ce que l'amour peut mourir parce qu'on n'a pas assez prononcé son nom? Le plus gros iceberg de la calotte glaciaire s'est détaché ce matin. Soit la glace qui fond. 8000 migrants en 24 heures sont arrivés au sud de l'Espagne, soit l'errance 8000 fois. La guerre dans la bande de Gaza a repris, soit la guerre qui reprend. Il y a des roses sur le mur de béton, soit rose. Il y a un iris dans la cour, soit mauve. Il y a de la fumée qui sort d'une centrale thermique, soit légère. Il y a le même printemps pour tous qui rend les corolles transparentes, soit jusqu'à la transparence. L'heure quotidienne. Aimer un village. Le bruit de l'eau continue dans le bassin d'une fontaine, les taches d'ombre et de lumière autour d'un lavoir, les dômes majestueux de 3 platanes centenaires, et s'il n'y avait plus ces branches un jour à notre réveil, ces mains sur nos têtes. Tôt le matin, recueillir des copeaux d'humanité, tout un petit concert de miséricorde mêlé à la terre, l'eau et le ciel. On a le lac qui se vide, on va avoir du monde. Une femme balaie la terrasse, les ouvriers vont et viennent sur la nacelle. Un homme fend la place en deux d'un pas alerte. Moins d'1 heure s'est écoulée, gratuitement. Le temps file à parler, à écouter, à regarder le monde s'éveiller autour de soi. Le monde, jusqu'ici, au fond du Haut-Var. Devant moi, le panneau lumineux de 25 000 € installé cet été. À gauche, le monument aux morts aura coûté combien de vies? On pourrait y voir défiler le nom de celles et ceux qui laissent leur peau chaque jour sur un passage de frontière. Défiler des camions de travaux qui vont par les villages. Ici, on ne reconstruit rien, on aménage. Fraîcheur d'un ciel moutonné, la brume à 7 heures recouvrait les prés, s'évaporant des gorges. Premier signe d'automne. Hier,
Premier marron tombé devant nous, quel est ce tout petit oiseau gris qui picore entre les pierres du clocher de l'église? J'écris devant cette masse minérale, l'énorme stabilité du village accroché à sa colline. Je peux percevoir la force de ceux qui l'ont bâti à un degré qui me fait moi-même m'éprouver minéral. Des siècles plus tard, l'énergie de l'édification est intacte, à mi-chemin entre force et inertie. Le café est âpre. Mon état ne ressemble en rien à celui de mardi et je m'applique à ne rien vouloir retrouver, juste laisser agir le fait d'être revenu m'asseoir 1 heure à la table avec mon stylo. Un homme sort du mur, un autre passe derrière l'arbre. Ils ont des noms. Ils s'appellent Patrick, Marcel, Ange, Claude ou Camille. Qui sont les gens? Personne ne peut répondre à une question pareille. Toi, moi, les autres, ceux qu'on connaît, ceux qu'on côtoie, ceux à qui on ne dit jamais au revoir, mais à tout à l'heure, ceux à qui on dit bonjour, bonsoir, ceux que l'on reverra plusieurs fois dans la journée parce que l'on vit avec, parce que la rue est courte et les murs juste construits pour protéger du vent, du soleil et du froid. Tout dégonfler, attraper un morceau d'ombre ouvrière à travers les feuilles et tout dégonfler, revenir au présent, faire du village la seule unité de mesure. Au lac asséché, le pont affleure la surface. T'as pas connu ça, toi. C'était des forêts et de l'autre côté Saint-Laurent, c'était des cultures. Là, l'ancienne route, là-bas, l'ancienne source qui abreuvait le village. L'eau se retire, les souvenirs remontent. Des masses de regrets incrustées dans les regards, retenues par une digue. Va-t-elle lâcher cette digue? Un vent très doux irise la surface. Je me souviens des gestes de la peintre, des boucles en 8 ouverts sur la toile, de l'eau s'infiltrant dans le papier. 10 ans après, je mesure ma propre évolution d'espèce. À fleur d'eau, on distingue le mouvement de la rivière noyée, il y aura bientôt un demi-siècle, sa pulsation à 5 ou 6 mètres en dessous, dans quelques jours, elle sera là. 9h30 en bas. Le haut de la voûte du pont est apparu, délicat comme le haut du crâne de l'enfant qui va naître. Complétée par son reflet sur l'eau, elle forme une mandorle. Une immense quiétude monte des bandes d'algues séchées étalées en landes chevelues à perte de vue. Ici, ni village englouti, ni population déplacée, mais une atteinte au paysage. La voûte du pont s'est élargie. On dirait une bouche qui va s'ouvrir. Si parler prend du temps, écrire plus encore. Je me perçois soudain comme un très vieux dinosaure accomplissant un geste antédiluvien, paléographe. Par mes yeux, je fixe un bout de falaise délavé. Je suis un os qui sèche au soleil. J'épouse des lignes originelles. Provençal. Nous avons vu qu'aux époques géologiques, notre change plusieurs lectures, au temps des croisades, les diverses races qui, depuis la plus haute antiquité, se sont mêlées sur notre sol, ligure, grecque, ville harmonieuse et brillante, le troubadour élégamment sabour Ben Trobar et Ben Violard, Ben Cantar, je sais bien composer, bien jouer de la viole et bien chanter, dit Guillaume de Capdeuil. Il est tantôt le troubadour
excite des hommes comme Bertrand de Born. Tantôt il chante, tantôt il danse, et toujours il faisait quelque chose, mais un jour il s'aperçut que son père avait mangé son chat, et son chien, alors il se mit en colère, dès qu'il a entendu dire ça par un nègre, le comte de Provence. Un jour j'avais un chat chez moi, 1 an après que je venais de l'avoir eu, il mourut par le choléra et la peste. Pascaline, ta mère, elle s'appelle, je le sais mieux que toi. Qui c'est qui te l'a dit qu'elle s'appelait comme ça? C'est pas vrai qu'elle s'appelle pas comme ça. Tu es un menteur. Non, je suis pas un menteur. Tu m'as dit que c'est pas parce que tu veux pas que je sache le nom de ta mère, mais tu m'attrapes. Je sais que c'est Pascalini le nom de ta mère et le nom de ton père, c'est Vincent Parotto. Alors tu vois, je sais celui-là là de ton père aussi. Alors tu peux pas dire que c'est pas vrai. Adolfo Moracchini, lecture au temps des croisades. Je suis pas un bourgeois, dit un prêtre de l'église, mais toi oui, tu es un bourgeois. Quand on est bourgeois, c'est mal, chaque se dit c'est mieux. Mettons que la France, mais la France dit la France est mieux. Mettons que l'Italie, alors c'est échappé, je l'ai plus retrouvé, quelqu'un a dû le manger. Il me ressemblait. Thésaris, mon collègue de l'école, était brave, mais il aimait les chats. Je me languis d'avoir fini mes lignes. Quand j'aurai fini ma page, je compterai combien j'en ai fait, pour voir si j'en ai beaucoup fait, pour voir si j'écris vite. J'ai presque fini la feuille, ça y est, j'ai fini. Charles VI devient dans la scène que s'amusaient les soldats. Il fut fou de la peur, il faisait le singe et les bougies avaient allumé ses peaux de singe. Alors c'est depuis qu'il a été fou. Je m'en rappelle quand j'allais à Luvone avec mes collègues, il était brave, je savais leur nom. Un s'appelait Raymond, l'autre s'appelait André et l'autre c'était Pierrot et l'autre c'était Noël comme la Noël, mais nous on l'appelait Nain comme le petit nain. Un jour ils m'ont fiché à l'eau parce que j'avais d'aller à l'eau et depuis j'ai plus eu peur d'aller à l'eau. Maintenant je fais les lignes dans le lit parce que j'ai froid. Tourne si je me lève du lit. Les contes de Provence, je finira plus tard. Va, je me lève maintenant. Je vais me régaler à midi avec ma confiture. Je suis content qu'elle y ait, ça y est, je me lève. Lutte, lire. Quitter la ville. S'installer à la campagne. Mouvement classique, diront certains. Mouvement mystique, penseront d'autres. Mouvement logique, mouvement critique, mouvement systémique, endogamique, mouvement régressif, excessif, épidémique. Mouvement vert ou jaune, en ce qui me concerne, mouvement. De celui qui va de soi lorsqu'à un moment donné, le pied reste trop longtemps coincé dans la chaise. Alors on laisse la chaise dans l'appartement, on la prend en photo et puis on rend les clés au propriétaire. Je voulais être plus près des arbres, plus près des fleurs, plus près des feuilles lorsqu'elles jaunissent, plus près de la terre lorsqu'elle a reçu la pluie, plus près de moins et plus près de pousses, plus près des noix lorsque le brou est frais, plus près des bords lorsqu'il n'y a plus personne et qu'on peut s'accroupir pour faire honneur aux bêtes, et un trou dans les heures. Supporter cette obscurité et le droit d'être en plein et de n'exiger d'elle que l'incompréhension vers un jardin, un rang de haricots, des bottes. Les 2/3 des Français sont prêts à aller travailler le dimanche. Les commerçants du grand bazar de Téhéran sont en grève. Soleil clément ce matin. Le corps s'envoie, va vers les herbes, descend, rentre dans l'eau, et c'est l'expression de sa douleur, d'une nuit qui se fait sans aucune force d'imagination. 6 heures. La pluie tombe. L'orage a éclaté. Une coupure d'électricité se prolonge jusque tard dans la nuit. Par la fenêtre,
le village fait corps avec la colline. On croise des ombres dans la rue portant le sentiment de notre vulnérabilité. Et c'est probablement ainsi que se fera le passé, écrit-elle. Cela fera presque 2 ans que je dis que je n'écris pas. La première année, on s'installe, on prend connaissance des saisons, on défait les cartons, on construit des étagères pour les livres. Le calendrier des postes est beau sur le mur. Comme on a des cahiers, on se dit que tout n'est pas mort, et la page est un plan psychique qui me contiendra plus tard à la place de ton ventre. Lorsque le printemps arrive, on fait un jardin potager. Au premier coup de pioche, on sent bien que cette histoire de terre nous débordera. Comme il s'agit de nourriture du corps, on a l'instinct de survie. On part à la coopérative acheter des graines. À l'épicerie, rien n'a bougé, à part un crâne à 99 centimes. Il faut bien qu'il fasse quelque chose, le fantôme. Ma mère m'a vu mourir, c'est un début, dit-elle. Avec la couleur des livres, je fais un arc-en-ciel. Merci de votre écoute. Merci Merci. pour cette lecture. Tu veux... C'était mieux. On reste comme ça. Tu le disais au tout début de la lecture, ce livre est composé de 8 parties, dont un prologue, Oui. qui ont des formes différentes, Mm. une construction, tu en parlais aussi, un peu éclatée dans le temps, une temporalité qui transparaît par moments dans le texte. Est-ce que tu peux nous dire comment il s'est construit, cet ensemble, au fil du temps? Mais en fait, il est tendu avec des débordements un petit peu, mais entre 2 moments à 10 ans qui sont en fait les moments où on nettoie le barrage du lac de Sainte-Croix, qui se trouve en aval du lieu où je vis. Et donc, tous les 10 ans, pour nettoyer ce barrage, qui est donc en aval, on vide toutes les retenues, qui est en amont, pardon, et on vide toutes les retenues qui sont en aval pour pouvoir nettoyer le barrage. C'est un mur de béton de plusieurs mètres, quoi. Et du coup, ça donne, c'est une écluse des eaux qui dure 1 mois, et pendant ce mois, le paysage réapparaît très progressivement. Et donc le lieu où je vis est sur le Verdon, il y a une retenue, et sous cette retenue, et en fait, quand le lac de Sainte-Croix a été construit, on pourrait dire, dans les années 70, en fait, ils ont englouti une partie du paysage, et sous la retenue d'Artignos, il y a un pont. Ils ont englouti un pont. Et donc moi, la première fois que j'ai vu le petit ruisseau ou je sais pas quoi, non, c'est un pont. En fait, le Verdon est une rivière, une rivière de montagne avec un flux très impétueux. C'est vraiment un torrent avec une eau glacée, vive et dangereuse, où les habitants n'allaient jamais, parce qu'il y avait danger de noyade. Voilà. Et du coup, moi, en fait, quand me suis installée à Artignos, 1 an après, a eu lieu ce nettoyage. Et pour moi, c'était un moment très, très, très impressionnant aussi, dans ce moment où moi, j'étais venue à Artignos pour le silence, en fait, et pour rencontrer l'écriture. Après, c'est d'autres choses que j'ai rencontrées, mais voilà.
Et puis, je pensais jamais rester autant de temps, ce qui fait que j'ai eu droit 10 ans après à un deuxième moment, puisque c'est tous les 10 ans en fait. Et c'est donc ce deuxième moment en fait qui m'a invité par exemple à l'heure quotidienne à apprendre voilà, pendant tout le mois et demi où ce paysage se réapparaît. Bon. Voilà, mais il n'y avait pas d'intention de livre à ce moment-là. Il y avait l'intention de chacun des textes qui sont là, des poèmes, c'est juste de pouvoir continuer à écrire en fait, et d'interroger les conditions dans lesquelles ça se fait, et pourquoi ça se fait ou pourquoi ça se fait pas. Voilà. Et puis, petit à petit, le temps, en faisant ces textes, m'ont toujours accompagnée en fait, et le livre s'est construit à un moment donné. En fait, je pourrais dire que pour moi, le livre s'est imposé parce que le dernier texte qui le compose était vraiment un texte qui date de 2008. Voilà, il m'a fallu 15 ans pour me dire ce texte, j'ai vraiment besoin de le partager en fait. Voilà, disons que c'est lui qui tient, voilà, pour moi, le livre. Donc c'est un ensemble de textes qui est vraiment très ancré dans cette nature, ce paysage, l'histoire de ce barrage, de cet assèchement, d'un paysage très calcaire, très minéral. Il est ce texte traversé de multiples réflexions, observations, sensations. Tu mentionnes à un moment un ouvrage, celui de Kees Basso, publié chez Zone Sensible, qui s'appelle L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert. J'aurais voulu vous le montrer. Puis moi, j'oublie à chaque fois de l'amener, il est plus c'est pas disponible vrai. malheureusement cet ouvrage. Zone Sensible, c'est une maison d'édition avec une charte graphique très sobre. Et donc cet ouvrage-là est tout blanc. Et il y a un tracé comme ça, un peu en relief. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des parallèles que tu fais de l'émergence de ce texte-là, peut-être de l'importance ou pas qu'il avait au cours de l'écriture de Contours des lacunes. Déjà le livre dans sa forme, enfin la forme qu'on lui a donnée avec Eric. Repiqué, ouais. Oui, on a repiqué, voilà. C'est vraiment un écho à ce livre qui donc dans le deuxième moment d'assèchement, enfin de nettoyage du barrage et donc d'assèchement du lac, c'est un jour où j'étais, donc l'heure quotidienne, c'est 1 heure que je prenais le matin. On a à Artignos, il y a juste une auberge en fait sur la place. Et donc je prenais 1 heure chaque matin après avoir amené mon fils à l'école pour écrire. Et un jour, il y a une amie qui m'a posé ce livre-là sur la table. Donc un livre tout blanc avec en embossé là, un contour en fait de lac qui est... Et donc voilà, Kees Basso, c'est un anthropologue qui a travaillé toute une partie de sa vie sur les Apaches en fait, et l'importance des lieux. Enfin, c'est même pas l'importance, c'est le fondamental des lieux dans la vie des hommes et des femmes des communautés. C'est-à-dire que ce sont les lieux qui enseignent les hommes. Les hommes arrivent dans des lieux et se mettent à l'écoute des lieux. À l'écoute non pas chamanique, avec des oreilles comme ça, mais en observation. Et ce qui est vu parle en description vraiment c'est très descriptif. Mais la description même du lieu est une information de l'être du lieu, quoi. Voilà. Et donc il y a tout un dialogue avec les lieux et un respect des lieux et une transmission surtout. Et donc ce que tu viens de dire, le titre, que j'arrive jamais à me souvenir. L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert. Ça, c'est le nom d'un lieu. Voilà, c'est le nom d'un lac. Pardon, à chaque fois tu as trouvé l'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert. Okay. Donc ça, c'est le nom d'un lieu. Et en fait, il y avait... Au moment où voilà, cette amie Laure m'a posé le livre sur la table, c'était exactement ce qui était en train de se produire dans le lac, qui est
qui donc très progressivement laisse apparaître des bords délavés, des lichens. C'est comme un paysage, c'est comme un paysage préhistorique. Bon, c'est beaucoup, voilà, c'est qui est écrit. Je pars. Là, je pourrais pas en parler. Il faut l'écrire. Dans tes textes, tu parles beaucoup à la première personne. Et il y a des moments où surgit une adresse au lecteur. C'est assez vite dans ce texte-là, où tu dis « Si tu pouvais voir, lecteur, ce cahier en train de se remplir, partant chaque fois de nulle part, tu comprendrais qu'autrefois le livre était blanc. Aucun signe sur la page. Attente, attente, gestation. Si tu pouvais voir le vide d'où proviennent les mots. » Et ça crée, ça fait de livre un espace de dialogue, comme une scénographie en fait du texte. Je ne sais pas si c'est quelque chose de conscient, voilà, dans cette parole à la première personne et l'émergence d'une adresse, Oui. d'un tu qui est parfois adressé au lecteur et qui est parfois à un autre. Voilà, sur ce jeu de mise en scène. C'est pas spécialement conscient, ou c'est pas une intention. Comment dire, et pour moi l'écriture c'est un lieu de dialogue en fait. Voilà. Alors je sais pas si quand tu dis scénographie, si c'est un clin d'œil au fait que En fait c'est que j'ai retrouvé dans tous tes textes Ouais. des moments comme ça en fait, Oui. où émerge un espace où on a l'impression de se retrouver. Un autre moment en fait que j'ai retrouvé dans plusieurs de tes textes, c'est celui dont tu parles beaucoup dans l'heure quotidienne, celui des rituels en fait, des moments d'écriture, des gestes d'écriture, de description de table, où on a vraiment l'impression de rentrer, nous aussi, quand on lit ta poésie, dans cet espace-là. Voilà, c'est un motif que j'ai vu. On peut dire, il y a aussi l'affaire des carnets, des journaux, et tout ça qui sont de l'ordre privé, qui tout d'un coup sont menés à la publication. Enfin, il y a aussi toute cette démarche qui participe aussi. Comment est-ce qu'on, d'un journal, on le donne à lire, donc c'est une façon de partir de sans doute une forme d'intimité, puis l'écriture doit quand même... Oui, je pense que c'est en fait pour moi c'est le lieu où je m'interroge sur à quel moment en fait ça peut se partager. En fait, je suis toujours en dialogue avec ça. Jusqu'où en fait, oui, sur. En fait, je trouve qu'il y a à la fois ces moments d'observation et où tu livres quelque chose de ce que tu observes, mais voilà, et ça part de toi. Enfin, c'est un peu d'autres, c'est plusieurs choses qui traversent ton écriture et qui sont. On est nous spectateurs à la fois d'un lieu de ce que tu en décris et de tes sensations aussi. En fait. Alors ça y est, je comprends mieux en fait, et en tout cas oui. Moi, je suis fascinée par le geste d'écrire. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture et je pourrais dire que je les anime autant pour observer les gens en train d'écrire. Enfin, observer, je sais pas, c'est pas du voyeurisme, hein, je trouve ça me saisit en fait, et je rêve depuis 25 ans que j'anime des ateliers d'écriture. Je rêve vraiment souvent d'offrir à un public de pouvoir regarder des gens en train d'écrire. Et ça m'interroge beaucoup, même au niveau théâtral. Je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on peut montrer quelqu'un en train d'écrire en fait? J'avais vu une fois, il y a très très longtemps, à Paris, à Aubervilliers,
un metteur en scène qui avait essayé comme ça, c'était intéressant, mais bon, ça m'avait pas complètement convaincu, mais en tout cas, j'avais trouvé ça très courageux. Et ça, c'est quelque chose que... Donc pour moi, c'est pas que je me regarde écrire, mais quand même, je suis autant dans le mouvement, dans le geste, que dans ce qu'il en sort, en fait. Pour moi, c'est vraiment un ensemble. Cette question du tracé, elle est aussi souvent importante. Mm. Elle apparaît beaucoup dans ce que tu écris. Il y a par exemple dans Poème premier, si tu m'autorises à te lire, Bien ce sûr, texte-là, 33. Ce geste, parce que j'en ai besoin, non pas pour dire ni exprimer, mais le faire et tracer fondamentalement. Tracer ces signes que l'on m'a appris lorsque j'étais enfant. Les dessins des chemins à suivre avec la main qui monte et qui descend, et d'être dans ces tracés transmis d'âge en âge. Les lignes continuent, enjambent, et ça me fait du bien. Héréditaire, quel mot. Je me sentais, c'est pourtant comme cela que l'écriture est. Mm. C'est vraiment quelque chose qui revient... Voilà. Oui, tu viens d'expliquer ce qu'il a Ouais. pour toi, ce Oui. sens-là, ce tracé Oui, oui. Moi, de l'écriture. quand j'observe les gens écrire dans les ateliers, par exemple, pour moi, il me semble qu'à cet endroit-là, il y a vraiment... il y a quelque chose qui parle de notre humanité. Et jusqu'où on peut aller, en fait. Tu dis aussi dans Contour des lacunes, c'est m'inscrire que j'aime, et l'écriture est ce mouvement de prolonger une ligne plus longue que soi. Je ne fais qu'un mètre 68. Exactement, je ne fais qu'un mètre 69. Exactement. Ouais. Ouais. Vous C'est dites- très... J'ai envie de partager la phrase que je t'ai partagée du coup tout à l'heure. En janvier, j'étais dans je rencontrais des classes, tout ça en Dordogne, et il y a un gamin c'était difficile pour lui d'écrire. Je pense autant le fait de le faire qu'il savait pas quoi écrire ou quoi. Bon, on a un peu parlé tout ça. Puis au bout d'un moment, je l'ai laissé. Je lui ai dit 2-3 choses. Comme je dis souvent, bah, déjà tu peux écrire que tu n'arrives pas à écrire. C'est quelque chose qui peut s'écrire. Et ça, pour moi, c'est quand même le jour où j'ai découvert ça, c'est une porte. Et donc j'ai laissé l'enfant, j'ai été voir les autres gamins, tout ça. Puis à un moment donné, je suis revenue le voir. Et en fait, il avait écrit sur sa feuille: je vais écrire pour voir ce que ça fait de le faire. Et pour moi, c'est... Enfin, tout est là, quoi. Ouais. Vous en parliez tout à l'heure du rapport au temps. Et cette question s'adresse peut-être à vous deux. Écrire et publier de la poésie induit, je pense, un rapport au temps assez différent d'autres formes littéraires. Peut-être une lenteur qui est celle d'un soin, d'une observation, d'une pratique très différente. Tu dis aussi, Dorothée, je ne sais pas si ça a du sens avec cette partie-là, c'est vrai que l'état général du monde me fait perdre le sens de courir après la réussite d'un projet. Et l'idée de projet est caduque en dehors de celui de vivre. Vous en dites quoi, vous, de ce rapport au temps ? Eh bien, moi, je peux dire quelque chose. Dorothée doute quand même pas mal sur est-ce qu'il faut publier le texte, ne pas le publier. On dit ok, on le fait, puis on ne le fait plus. Bon, il y a pas mal d'épisodes comme ça. Et donc, est-ce qu'elle continue à écrire ou pas? Elle s'installe à Artignos, qui depuis 2 ans, elle ne sait pas si elle écrit ou pas. Non, mais c'est très intéressant parce que l'autre fois, on en parlait à l'étang de Berre, là. Et donc, il y a une incertitude assez grande, voilà, chez Dorothée sur la question de l'écriture. Mais moi, je suis éditeur et je regarde le premier livre, il est en 2008, le deuxième livre, il est en 2013, ce qui nous laisse 5 ans entre les deux. Le suivant, il est en 2018, ce qui fait encore 5 ans, et celui d'après en 2024, ce qui fait 6 ans.
il y a quand même, c'est assez pendulaire. Alors, moi, je me dis, dans 2030, probablement, on aura un prochain livre de Dorothée. C'est pas rapide comme rythme, mais c'est assez continu. Et voilà. Et donc, alors, il peut y avoir des tas d'hésitations. Et alors, moi, je ne vais pas quand même faire croire que je suis sûr. Non, voilà, que je suis sûr de moi, parce que ce n'est pas le cas du tout, et j'hésite beaucoup aussi. Mais finalement, qui nous dépasse, il y a un certain mouvement, et qui a un rythme, et qui a une régularité, dont on n'est pas du tout, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se produit. Et il faut faire confiance aussi à ce rythme-là. Et donc ça, c'est ce que je dirais. Donc il y a une espèce de régularité comme ça. Après, moi, ce que je pense, c'est que les 4 livres-là, comme je disais tout à l'heure, ils sont organiquement liés, qui fait que ma main n'est pas avant mon pied et Alphabet n'est pas avant Contour des lacunes. Il est en même temps Contour des lacunes, le texte, il est mis à l'envers chronologiquement, mais le texte le plus ancien, il est tout à fait contemporain de Alphabet ou de À la surface. Et donc tout est poème premier. Premier quoi donc tout ça fonctionne ensemble. Donc il y a une temporalité qui est étrange, ça c'est sûr. Il y a une temporalité dans la continuité qui est de l'ordre des publications, un livre après l'autre, bon, mais il y a aussi une temporalité interne de l'écriture qui fait que les choses comme en topologie, ou je ne sais pas, le dehors est dedans, le temps est renversé, enfin bon, voilà. Moi, c'est le sentiment que j'ai pas forcément avec d'autres auteurs ou autrices. Voilà. Et moi, quand je t'entends nommer ces laps de temps de 5 ans, 6 ans, pour moi, ça me paraît pas très long, en fait. Mais réellement, je trouve il y a tellement de choses à observer, à ressentir, à éprouver, vraiment. Mais je le dis pas, c'est pas une posture, c'est vraiment... Et c'est ça, il y a ce rapport au temps qui vient peut-être se confronter à un rapport au réel qui, à mon sens, se trouve peut-être modifié ou qui a une relation particulière. La poésie a une relation particulière au réel, il me semble, comme si elle avait une obsession de ce réel auquel elle est adossée, de son observation, de prendre le temps de cette observation. Et tu en parles aussi en citant Bergson, je crois. Le réel s'accompagnerait d'une idée qui le contiendrait en germe. Au fur et à mesure que la réalité a lieu, elle projette son ombre dans le passé indéfini. La vie précède les raisons qu'on se donnait de vivre. Il y a également un texte dans Poème premier, mais je vais arrêter de vous lire des passages. Mais c'est aussi quelque chose qui est très éclairant, très éclatant dans ta poésie, en fait. Ce rapport à une observation fine qui va de celle de ta main à celle du paysage dans lequel... parce que c'est comme le dit l'écrivaine Annie Dillard, c'est en vivant, en écrivant. Enfin, c'est-à-dire on est toujours en train de faire les deux. Comment faire les deux en même temps ? Comment faire les deux en même temps de manière à la fois associée et dissociée ? C'est passionnant, quoi. Enfin, ah oui. Est-ce qu'il y a des parties... Alors peut-être qu'on peut... On pourrait... oui. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des on pourrait dire même en vivant. Mais sur cette question-là, j'ai quelque chose aussi. Oui. À mon avis, il y a assez souvent un passage comme ça entre ce qui est vu ou le regard ou l'observation et ce qui est vécu, entre écrire et vivre. Voilà, il y a un passage qui est assez souvent ménagé entre les deux. Et j'avais noté ça
tous mes papiers. Oui, c'est parce que, par exemple, il y a la question du lac et de la lacune. Et la lacune, c'est quelque chose qui est de l'ordre soit dans le réel, on peut dire qu'il y a une lacune, mais on peut aussi dire qu'un texte est lacunaire ou il manque. Et dans le livre Persistance, il y a des lacunes, c'est-à-dire ce qu'on appelle locus desperatus, c'est 3 petits points entre crochets. Quand on transcrit un texte et qu'on n'arrive pas à lire la graphie, admettons, eh bien on met entre crochets soit quelque chose qu'on suppose, soit tout simplement une lacune, 3 petits points. Le manuscrit est mangé par les rats au XIIIe siècle. On ne sait pas. Voilà. Et donc ça se transcrit par. Et donc il y a ces lacunes, elles sont ménagées dans le chapitre qui s'appelle Persistance. Chaque paragraphe se finit par touc, crochet, point de suspension. Donc c'est aussi un contour. Les crochets, on va dire, c'est le contour d'une lacune. Mais tout ça amène à dire aussi... Donc ça veut dire qu'il y a toujours le lac, bien sûr, d'Artignosc, mais il y a aussi des lacs dans l'écriture. Et il y a sans cesse des passages entre le domaine, justement, de l'écriture et du paysage. Ça n'arrête pas. Et bon, je ne vais pas faire la liste, mais quand il y a le pont qui réapparaît, il est question c'est comparé tout de suite à la parole ou à l'écriture qui prend du temps. Donc chaque fois, il y a les deux ordres, elles sont toujours comme ça mis en parallèle et à la fois, ils ne sont pas du tout identiques, mais il y a des passages qui essaient de se faire entre les deux. C'est quand il y a aussi un passage où Dorothée épelle les fleurs ou je ne sais pas quoi. Donc c'est bien des fleurs réelles que tout d'un coup on va passer en langage. En les épelant, on leur donne leur nom et on en fait des fleurs de langage. Et donc ça, c'est assez souvent le cas. Mais tout ça me fait venir à la question de la paléographie, qui est dans le texte, il y a le mot paléographe. C'est ça. Et paléographe, donc, c'est ceux qui restituent les manuscrits anciens. Ils décryptent des manuscrits anciens. Mais comme fait Dorothée pour le provençal, le cahier qui s'appelle Provençal, et comme elle le fait des fois du paysage. Parfois, quand le lac se vide, il y a des sortes d'écritures qui restent sur le bord et tout ça. Et donc, cette paléographie me semble être... Et d'ailleurs, on avait pensé à un moment de mettre le titre du livre paléographe, mais c'était trop compliqué, donc on a abandonné. Mais en tout cas, cette chose-là, elle fait aussi rapport entre l'écriture comme un lieu un espace propre et le monde objectif. Voilà. Ce titre de Contour des lacunes, oui, paléographe, ça n'allait vraiment pas, c'était vraiment lourdâtre. Du coup, j'ai cherché autour de lac, entre là, il y avait quelque chose, et puis... Parce que lac et lacune, étymologiquement, ils sont liés quand même. Oui. On est venu sur lacune, on est arrivé sur lacune, et après, il y a eu... quand j'ai regardé... Donc, sur la 4e de couverture, il y a l'article du dictionnaire sur lacune. Et en fait, j'ai vu que le premier sens de lacune, c'est espace vide, solution de continuité dans un corps. L'espace intercellulaire dont la taille est supérieure à celle des cellules environnantes. C'est extraordinaire, non ? Voilà.
Donc là ça a quand même Et ça finit par Et puis, les après- lacunes dans les dictionnaires Victor Hugo. Oui, vas-y, je te laisse. Le dernier, c'est il y a de graves lacunes dans ses connaissances, donc ignorance, insuffisance, et les fautes et lacunes des dictionnaires Hugo. Donc c'est dans l'article de dictionnaire. Il est magnifique ce Ouais, cet article. c'est un bel article. Voilà. Et puis après, il y a Eric, tu es tombé sur un poème de Mallarmé. Ben oui. Ouais. Ouais. Parce que moi, pour d'autres raisons, j'étais en train. On fait une lecture de longue haleine là, de Mallarmé, et donc je suis tombé sur un. Ouais, c'était lacune contour Oui. Il y avait l'assemblage de ces deux mots. dans et la donc prose ça, pour c'est- des esseintes. Ok. Alors, Mm. parce qu'en fait, il y avait un titre au préalable, mais qui était hésitant, enfin je sais pas. Il y avait au début, tu avais une idée de titre, et puis il y avait. Ouais. Bon voilà, c'est le travail de l'édition. Oui, c'est oui. Le titre a mis, en Il tout est cas, beau. le titre a mis Ouais. vraiment longtemps parce qu'en fait, voilà, en 2019, j'avais fait un dépôt de bourse au Centre national du livre, au CNL, et ça portait un autre titre. Et donc, oui, ça a mis quand même 4-5 ans. Le titre a mis 4-5 ans à se trouver, quoi. Oui, il est arrivé à la toute fin, en fait. Hein. Ouais. Je trouve qu'il éclaire beaucoup de choses sur ces différentes parties au fil de la Ah, lecture. oui. On y voit des contours, des lacunes et les deux. Merci. Et Est-ce alors, qu'il y a si une partie, oui, bon. moi, si je peux encore dire Oui, quelque chose, absolument. c'est que bizarrement, ce livre-là, avec toutes ces problématiques, vient alors que je suis en train de faire une revue avec Jean Dève qui s'appelle Koshkonong. Koshkonong, ça veut dire, c'est le lac qui est la vie en indien Winnebago. Alors, c'est pas l'eau se mêle à la boue dans un ciel, en langue apache. Donc, il y a un lac qui s'appelle l'eau se mêle à la boue dans un. Bassin à ciel ouvert. Un bassin. C'est le nom du lac. Eh bien, moi, il y a une revue qui s'appelle Koshkonong, et en indien Winnebago, ça veut dire le lac qui est la vie. Et juste à côté de ce lac vivait une poète qui s'appelle Laurine Niedecker. Et donc, moi, je ne fais pas de rapport entre les deux, mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Voilà. Alors, c'est comme ça que c'est exaltant aussi d'être éditeur. C'est parce que on fait des choses qui sont sans rapport, mais des fois, il y a des points d'accord, enfin de choses qui se mettent en résonance. Quoi. Un peu d'accord, c'est pas. Oui. Ça nous fait du bien. De temps en temps. Un petit peu quand même. Et donc c'est bizarre. Donc pensant à ces Indiens Apaches, je pense moi forcément à mes Indiens Winnebago. Voilà. Je ne sais pas quel dessin il a, quel contour il a d'ailleurs le lac Koshkonong, il faudrait que je regarde. Ça, c'est le contour du lac d'Artignosc. J'avais fait une photo j'ai oublié d'amener la carte d'état-major là où il y avait. Ah oui. On a tout oublié. Ouais, j'aurais pu amener la carte IGN. Est-ce qu'il y a des parties dont vous voulez parler, des choses Non, si vous avez des questions. si vous avez Ou... des questions, hein. Oui. On a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression à t'entendre et à entendre que c'est un rapport à l'écriture qui est quand même très proche de celui de la peinture. J'ai l'impression que tu essaies de te ménager des moments. Tu vois, dans ce que j'ai entendu. Hein. Donc il faut qu'il y ait un temps pour l'écriture. Et donc je m'interroge sur tu vois, ce choix de l'arrière-pays. Donc, d'un endroit où il n'y a pas trop de monde, tu as réussi à trouver ou c'est aussi difficile qu'en ville, par exemple, d'écrire À trouver. De trouver un atelier, en fait. Ah, un atelier. Mais moi, je peins pas. Tu veux dire un atelier d'écriture? Oui, Enfin. pour écrire. Un lieu. Ah. Dans un bar, par exemple. Ah oui, oui. Ah non, mais moi j'écris où je peux. Hein. Enfin, non, chez moi, j'ai pas de bureau spécialement. Oui, là, l'heure quotidienne, c'était un temps que je me suis imposé
dans cette auberge parce qu'elle est sur la place du village où se trouve la fontaine et où coule l'eau, et qui est le lieu... c'est un village qui est vraiment... il est construit à flanc, c'est un petit village, un tout petit village qui est construit à flanc de colline, et il y a une seule place, en fait, qui est vraiment la place de vie, qui est traversée, en fait, par les rares personnes. Donc ça, c'est un temps, par exemple, que moi, je m'étais donné pour faire... en fait, pour m'attacher à la chaise, parce que sinon, je ne le fais pas, écrire. Et le reste, là, il y a beaucoup de choses écrites dans la nature, en pleine nature, posées sur une falaise. Et puis, il y a des choses qui ont été écrites quand je suis arrivée à Artignos, que j'étais en colocation avec une peintre. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'échos à la peinture, et en particulier à la peinture de la femme peintre chez qui je vivais. Et moi, j'avais, dans cette grande maison, j'écrivais au-dessus de l'atelier de Claire, et j'avais une toute petite pièce d'écriture, je sais pas, de 5 mètres carrés, c'était vraiment une cellule, quoi. Et voilà, le dernier texte est écrit dans cette petite cellule. Mais sinon, le reste est écrit beaucoup dehors. Ouais. Et dans ce lieu, j'ai trouvé le silence, en fait. Donc c'est comme si le silence était plus le lieu. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Mais par exemple, tu as besoin d'écrire, tu écris toujours à la main, tu retranscris sur ordinateur. Oui, après, ouais. Ce livre-là, il est écrit... non, sauf le dernier texte, pardon, je dis des bêtises. Le dernier texte a été écrit sur l'ordinateur, directement. Donc le dernier qui est le... Ouais, qui est le plus ancien. Voilà. Mais le reste, c'est dans des cahiers, voilà. Oui, ça c'est... ouais. Quand j'ai commencé à écrire, pendant plusieurs années, je n'écrivais que sur l'ordinateur. À la surface, c'était un livre écrit sur l'ordinateur. Ouais. Et là, voilà. Là, maintenant, depuis longtemps, je suis revenue au cahier, très parcimonieusement. Voilà. J'ai écrit très peu. Enfin, quand je dis écrire, c'est écrire, hein. C'est le faire, quoi. Hein. Voilà. Après, il y a toute la préparation. Voilà. Et après, ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être, c'est que, peut-être si tu veux lire d'ailleurs la feuille, c'est qu'il y a non seulement de l'écriture, mais il y a aussi des cahiers trouvés. Alors le cahier provençal, opus. Mais à la surface, eh bien, il y avait une autre feuille qui a été trouvée et dont l'histoire est racontée d'ailleurs dans le dernier texte. Ici. Et il est arrivé que Dorothée lise ce texte comme si c'était le sien. Enfin, quand elle fait une lecture, finalement, elle peut lire comme si c'était elle qui l'avait écrit. Oui, parce que je l'ai rencontré. Donc il y a des choses qui sont tout à fait extérieures, qui sont intégrées à l'écriture comme propre au livre, quoi. Des documents. Des photographies. Oui. Donc ça, je suis vraiment heureuse, voilà, qu'on ait réussi à faire ça. Il y a un cahier central de photographie. Voilà. Je vous laisserai regarder, mais il y a un cahier central de photographie qui est une partie, voilà, de 2010-2011, où je photographiais peut-être plus que je n'écrivais, mais pas beaucoup non plus, hein. Et ça, cet ensemble de photos, c'est un ensemble de photos qui m'a accompagnée pendant presque 15 ans et qui m'a soutenue aussi, hein. Mais c'est quelques photos, hein, quand je dis c'est pas 50 photos, hein. Mais voilà, et tout ça, ça fait partie de l'écriture, quoi. Au bout d'un moment, les choses s'emboîtent, en fait. Ce livre, c'est un emboîtement. Voilà. Contour des lacunes, c'est vraiment un emboîtement. Et en quelque sorte, le livre constitue le poème. Voilà, les 8 parties,
C'est comme 8 strophes d'un poème, en fait. Voilà. Donc, et tu parlais de scénographie, voilà, cet endroit-là, oui. Enfin, pour moi, le livre est un théâtre, je l'aborde, enfin, dans le temps, je l'aborde comme ça, pas au moment où je m'y mets, mais les textes jouent comme des parties dramaturgiques de nos vies, en fait. Mais pas où on se met en scène, en fait. Mais c'est quand même, une vie, c'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, j'en suis pas revenue, en fait. Chacun pourrait avoir un livre, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Et ça, il faut du temps, en fait, pour... Oui. Oui, et donc, ces textes de vie se sont organisés facilement pour se sont emboîtés ou... Oui, ben, comme vous le dites, en fait, au fur et à mesure, en fait, c'est un peu comme des plaques tectoniques qui, à certains moments, se rencontrent. Il y a eu plein d'étapes, mais oui, il y a un moment donné où ça s'emboîte, en fait. Oui. J'avais enfin, je sais pas si c'est une question. Vas-y. Enfin, si, ça va être ce genre de question aussi, mais en fait, je sais plus comment ça a été formulé tout à l'heure, par rapport à tes doutes permanents, que tu as appuyé après, mais il y a cette histoire de survie, alors qu'il y a des morts, enfin, je sais plus comment ça a été formulé par rapport aux projets dans lesquels on pourrait s'inscrire, et est-ce que réellement ces projets devraient éclore alors que l'urgence de la vie là-bas éclot. Et du coup, en tout cas pour moi, ça me parle parce que dans beaucoup de questionnements et de doutes, ben voilà, comment est-ce qu'on crée quand on est tellement près du vivant, et qu'est-ce qu'on s'octroie ou pas comme liberté pour pas tomber dans une démesure de charité ou de fausse tristesse avec notre là où on est, on n'est pas sous des bombardements. Et voilà, j'avais envie de... Ouais, vas-y. Et du coup, dans les textes que tu as lus, donc si j'ai bien compris, c'est des textes qui sont assez anciens. Le dernier, les poèmes sont en fait, tu parles de Gaza et tu parles de Téhéran, qui sont deux endroits qui sont sur une tectonique de plaques depuis très très longtemps, non pas depuis les derniers événements dont on a... Du coup, voilà, je voulais savoir quand est-ce que ces textes-là avaient jailli. Alors, tu vois, la grève du Grand Bazar de Téhéran, c'est 2008. Ok, ouais. Et la reprise de la guerre dans la bande de Gaza, c'est pas la plus récente là. Ouais. C'est il y a... que je dise pas de bêtises, c'était il y a 4 ans ou 5 ans. Voilà. Et il se trouve que là, ça fait écho et ça, c'est pas spécialement... bien sûr, il n'y a rien de prémédité, mais moi, je suis très heureuse que le livre puisse accueillir juste ces mots-là, en fait. Parce qu'ils font partie de nos vies, bien sûr. Et après, moi, je peux pas en dire beaucoup plus, en fait. Hein. Mais déjà, de pouvoir accueillir ça... voilà. Est-ce que tu pourrais... Juste, enfin, tout à l'heure, il y a eu que je trouvais très très jolie cette phrase de... par rapport au projet et par rapport au vie. Je sais plus comment tu l'as formulé. Mais c'est le post-mortem. Tu vois ce que tout ça. Le post-mortem ? Non, c'est pas ça. C'était s'interroger sur le fait de est-ce que je vais vers un projet, est-ce que je continue est-ce que c'est réellement important d'aboutir à un projet? C'est le passage que tu as lu, Aurélie. Du coup, voilà, je me demandais où est-ce qu'il était. Donc ça, c'est... Tu vois, ça, c'est 2008. Oui. C'est vrai que c'est... Tu veux le lire, page 90. Et c'est dans quel recueil? C'est dans... Non, c'est dans le texte qui date de 2008. Alors, où est-ce que... Tu me dis... Page 90. C'est vrai que l'état général du monde
me fait perdre le sens de courir après la réussite d'un projet, et l'idée de projet est caduque en dehors de celui de vivre. Et ça, c'est dans quel recueil? Donc ça c'est Quand on Contours de dans la celui-là, oui, dans oui, celui-là. oui, ça c'est Ok, ok. c'est le le texte, dernier texte. c'est le dernier Ouais. texte, Qui ouais. est le plus ancien. Voilà, qui est le plus ancien, qui commence, tu vois, vendredi 17 octobre 2008. Merci. Il faut acheter le livre après, hein. Faut pas tout lire, hein. Ça va, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais quand même, hein. Il y a un moment donné où il faut s'engager, hein. Moi, j'ai une petite question d'édition. On se trouve face à 3 collections différentes. Ou Deux. en tout cas 2 collections. Enfin, Ouais. les agrafés, Voilà, il y a une collection vraiment qui est repérable et qui est rouge et grise, celle-ci. et il y a tout le reste. Et comment se sont faits les choix pour chacun pour appartenir ou non dans la collection et la différence entre à la surface et Oui, alors, Et ben, le dernier. non, ce qu'on peut dire, c'est que la collection agrafée, elle commence avec Alphabet, parce que ça, c'est le premier livre de la collection agrafée, grise et rouge. Ils sont sortis 3 en même temps, mais les numéros d'ISBN montrent qu'il y en a un en premier, l'autre en deuxième et le troisième. Dorothée, Alphabet, Emmanuel Fournier, l'infinitif complément, et Anne Parian, une ligne. C'est ce qui lance la collection agrafée. Et voilà, donc Dorothée était vraiment le premier livre. Donc je ne savais pas trop ce que ça allait donner, c'était un peu bon. Et puis, Et ça a été un franc succès. ben non, mais il y a eu quand même quelque chose, ça a Bah marché. oui, quand bah, même. attends, on peut dire, il y a eu un retirage, hein. Oui, oui. Alors là, On peut et le maintenant, dire. j'arrive au bout du deuxième tirage. Donc il faut faire un troisième tirage. Et C'est pour ça après, qu'on a besoin de vous. C'est là, mais ça va mieux sur les doutes là. Mais c'est ce que je l'ai dit, j'ai dit je me soigne. Et après, il y a donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que quand on publie Alphabet, tout est déjà là à la surface. Les textes, ils sont déjà tous écrits, et plus ou moins, Alphabet fait partie de À la surface, qui n'a pas encore forcément son titre. Non. Voilà. Non. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une forme courte, c'est un tout premier livre pour Dorothée. Et donc ça, c'est plus... j'aurais pas pu le faire en agrafé, celui-là, vu le nombre de pages. Mais c'est aussi parce qu'on l'avait envisagé comme la matrice Oui, voilà. qui avait... Vas-y. Non, c'était... Oui, pardon. Si je l'ai tiré. Non, non. Non, voilà. Je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est comme si Alphabet était contenu dans À la surface. Il a été extrait. Ça, je pense que Oui. à ce moment-là, moi, j'étais en train de faire fonder ma collection, et je dois dire à Dorothée, mais publions les petites proses, parce qu'elles étaient appelées petites proses. Elles avaient un statut un peu spécifique. Et publions les petites proses dans la collection agrafée que je monte. Ça ne gêne pas, il sera toujours temps de les reprendre dans le livre sur lequel elle travaillait. C'était comme une pré-publication ou chose comme ça. Et finalement, il a existé comme tel, Alphabet. L'autre livre qui est un peu le jumeau, comme les faux jumeaux qui arrivent pas en même temps ou se ressemblent pas. Et donc voilà. Et après, je reçois, Dorothée m'envoie poème premier. Alors moi, je me dis, tiens, premier, c'est rigolo, poème premier. Et, On rigole aussi. oui, hein, voilà, faut on pas rigole croire, pas hein. mal. Non, mais... Et On donc n'est pas voilà. des enclumes. Oui, voilà. Et donc, et donc, ça fera très bien pour la collection agrafée, d'autant que Dorothée, le premier premier livre de la collection agrafée de la première série, et finalement, poème premier est le dernier livre de la deuxième série, après quoi il y a une troisième série, puis là il va y avoir une quatrième série bientôt.
Voilà, donc c'est des petites choses, moi, qui me servent à construire un peu mon programme éditorial aussi, parce que d'une année sur l'autre, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, au bout d'un moment, là, ma 4e de couverture, elle est pleine. Donc, il faut bien que je vais pas mettre des titres, comme je mets tous les titres qui sont parus dans la même collection, il faut que je change de série. Donc, et là, j'arrive au bout pour l'autre série, et donc je me dis, bon, je vais... Et donc, il faut bien que je trouve une idée, enfin, comme un petit truc pour se dire, tiens, voilà, on clôt avec le livre Poème premier, on clôt la 2e série, on passe à la 3e. Donc, ça faisait, pour moi, c'était satisfaisant de faire la chose comme ça. Mais pour dire quand même que tout est assez imbriqué. Les livres les uns dans les autres, les temporalités. Et pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, là, il faut dire que tous les livres passent par tes mains de façon avec du temps, c'est-à-dire que contrairement à la plupart des éditeurs, tu fais tes livres toi-même. Oui. Ce n'est pas quelque chose que tu envoies à Bucarest, à Taïwan ou à... Eric a un atelier de typo. Que ça soit fait par des ouvriers à très bas prix, c'est fait par un ouvrier qu'on a en face de nous. Mais ouais. Mais alors tout n'est pas fait en typo, et notamment les premiers agrafés, première, 2e série, ça je faisais que la couverture en typo. Maintenant je fais tout. Et là il sortira je suis assez content, il sortira en avril celui-ci, où là j'ai tout fait, le façonnage et tout, donc j'ai mis 2 agrafes sur le côté comme ça. Mais c'est un temps d'assemblage, c'est élément. Enfin, bref, mais en tout cas, voilà. Et ça, je suis content de ça, parce que ça, il n'est pas sorti de l'atelier. Je compose, imprime, façonne, fabrique, et je le mets en place. Je l'envoie à Serendip, et il est resté à l'atelier, et je n'ai pas dépensé un sou hors le papier et le fil pour brocher, pour agrafer. Bilan carbone 0. Voilà. Et c'est où C'est à Marseille. C'est à Marseille. Ouais. Voilà, dans le panier. Vous avez là, vous avez l'adresse à l'intérieur. Le dessus, oui, le dessus. Ouais, voilà. Juste pour mentionner quand même, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'existence de ce titre-là, Amené d'Esther Salmona, qui est avec nous, dans cette même collection des agrafés. Ce texte il y a quelques années, et un texte apparaître que tu as eu la gentillesse de nous amener, un texte apparaître aussi dans cette même collection de Kyle Vesa, qui était donc avec nous il y a 2 ans. Et je crois que c'est ce qu'il a lu. Ça a été beaucoup retravaillé, mais voilà. Quand Eric est venu il y a 2 ans, Esther et Kyle ont fait des lectures, et donc voici ce texte apparaître. 2 ans après. 2 ans après, voilà. Kyle est dans les agrafés. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va sortir à boire, à grignoter, et Dorothée pourra se prêter au jeu de la dédicace pour celles et ceux qui le souhaitent. Oui, pourquoi pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et si on plie les chaises, c'est Ok.